Il y a quelques jours, le président des États-Unis a écrit seulement 3 mots sur Truth Social, en majuscule d'ailleurs. 3 mots adressés à son propre parti au Sénat. Ne soyez pas stupides. Et il a mis un point d'exclamation. Avec ces 3 mots, il a exigé des sénateurs républicains de détruire l'une des dernières protections structurelles de la liberté américaine, la règle des 60 voix. Nous appelons cela l'obstruction parlementaire. Aujourd'hui, nous allons examiner quelle est cette loi pour laquelle Donald Trump exige de faire sauter les garde-fous et quel est le seul chemin compatible avec la liberté et le bon sens. Je pense que les décisions politiques sérieuses nécessitent une discussion sérieuse, pas de slogans, pas de cris. De l'analyse. Un autre sujet sera à la fois extrêmement simple et extrêmement complexe. Que ferez-vous si un voisin, que vous saluez depuis de nombreuses années, traverse la rue et s'arrête ? Devant vous, d'une voix calme, il vous dira qu'il compte tuer vos enfants. Et la police répondra qu'elle ne peut pas l'arrêter, qu'on n'emprisonne pas pour des paroles. Mais commençons par la question sacramentelle. Faut-il abolir le filibuster ou non ? Être ou ne pas être ? Le filibuster doit-il exister ou non ? La position de Trump était tout à fait claire. Il veut faire adopter une loi appelée SAVE Act. C'est une loi sur la confirmation de la citoyenneté américaine. Des électeurs américains. La loi s'est bloquée au Sénat à cause justement de ce filibuster. Pour l'adopter, les démocrates, pour ainsi dire, doivent donner au moins 7 voix en sa faveur, sinon ils n'atteindront pas les 60 voix nécessaires. Cela n'arrive pas. C'est pourquoi Donald Trump veut supprimer totalement le filibuster. Mais une question demeure. Que se passera-t-il si Trump obtient gain de cause ? Ce n'est pas une question d'une seule loi, c'est une question de savoir ce que nous obtiendrons si nous décidons de supprimer le filibuster. Le filibuster sert à gagner, voilà, et à faire passer cette loi. Et maintenant, je vais vous faire une promesse. Dans quelques minutes, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une expérience que l'État de l'Utah a menée tout récemment. Une expérience au cours de laquelle les autorités de l'État ont vérifié la citoyenneté de plus de 2 millions d'électeurs inscrits. Je vais vous dire ce qu'ils ont découvert. C'est très intéressant. Et quand vous entendrez le chiffre, vous comprendrez pourquoi tout le débat autour de ce SAVE Act paraît complètement différent de ce que je pensais avant d'apprendre l'existence de cette expérience. Complètement différent de la façon dont on nous présente toute cette histoire, mais nous y reviendrons plus tard. En attendant, mes amis, si vous tenez à entendre une analyse sérieuse et impartiale de la politique américaine en russe, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la cloche et, bien sûr, réagissez à ce qui se passe ici. Parce que cela nous intéresse et nous changeons un peu de direction. Nous ajoutons certaines choses, nous en retirons d'autres en fonction de ce que vous, messieurs, nous écrivez. Chaque abonnement, chaque clic sur la cloche, c'est un signal pour YouTube que ces discussions sont nécessaires. C'est le seul moyen pour nous de continuer à faire des émissions. Si par exemple 10 à 15% mettent un like, alors YouTube sait, bon, c'est bien, c'est normal, c'est bien. Et si c'est 30%, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne mettent pas de like, mais ça leur plaît quand même. Moi, par principe, je mets un like, donc 30% veut dire « Ouh, ça a beaucoup plu » et YouTube commence à le montrer davantage. Donc vous pouvez influencer la diffusion en appuyant sur la cloche, en mettant un like et en écrivant quelque chose « Oui ». Dès qu'il y a de l'activité, YouTube se dit « c'est intéressant ». Les gens s'y intéressent, ils discutent, ils restent plus longtemps sur YouTube, c'est ce que YouTube veut obtenir, oui. Bon d'accord, commençons par la loi SAVE Act. Où exactement SAVE ? Excellent nom, complet. Safeguard American Water Eligibility Act exige de chaque Américain qui s'inscrit pour voter aux élections fédérales de présenter une preuve documentaire de sa citoyenneté. Qu'est-ce que cela signifie ? Une telle preuve comprend un passeport américain, un acte de naissance, un certificat de naturalisation ou ce que nous appelons une Real ID, dans laquelle la citoyenneté est clairement indiquée. La loi exige aussi une pièce d'identité avec photo lors du vote, en personne ou par correspondance. La Chambre des représentants a adopté cette loi le 12 février 2026. C'est une bonne loi. 13 jours après son introduction. Une rapidité révélatrice. C'est une loi que la droite, moi y compris, aimerions faire adopter aussi rapidement que possible. Ça semble simple, non ? Ça semble raisonnable. Seuls les citoyens doivent voter. Seuls les citoyens, hein ? Et tu dois prouver que tu es citoyen. Qui est contre ? Et c'est là que la réalité entre en jeu. La réalité de l'Amérique.
Selon les estimations du Brennan Center for Justice, et notez bien, ce n'est pas une organisation partisane, c'est un centre juridique de l'Université de New York, environ 21 300 000 citoyens américains n'ont pas les documents requis à portée de main. 21 millions, c'est la population de l'État de Floride. On continue. Selon le Center for American Progress, près de 69 millions de femmes mariées possèdent un acte de naissance où figure leur nom de jeune fille. Un nom de famille qui ne correspond plus à leur nom légal. Cela signifie que, pour s'inscrire, elles doivent apporter non pas un seul document, mais tout un dossier. L'acte de naissance, plus l'acte de mariage, plus parfois des documents de divorce ou de remariage. On pourrait dire que c'est pour une bonne cause et qu'elles ont au moins 2 ans pour le faire. Qu'elles devraient le faire, non ? Pourquoi pas ? Les Américains ruraux, ces mêmes Américains ruraux qui votent majoritairement pour les républicains, vivent souvent loin des comtés qui doivent certifier le document. Seulement 48% des Américains possèdent réellement un passeport. C'était le cas. Les Afro-Américains résidant dans le Sud, ségrégués, qui y sont nés, n'ont souvent jamais reçu d'acte de naissance. On disait seulement qu'ils étaient nés. Et cela concerne particulièrement nous tous, issus de l'ex-Union soviétique. Les citoyens naturalisés ont souvent des documents où leur nom est translittéré de 3 manières différentes. J'ai un médecin, donc, avec un nom de famille. Bon, peu importe, je ne veux pas dire son nom maintenant. Oui, mais quand il m'a montré comment son nom de famille était écrit, j'étais complètement stupéfait. Il y avait 3 variantes dans un seul nom de famille. Ce n'étaient même pas des erreurs, mais plutôt des inventions fantastiques, probablement faites par des fonctionnaires ou peut-être par des Africains. Ou alors il était à la réception et essayait de recopier, la langue tirée bien sûr, de recopier son nom de famille en anglais, comme il s'imaginait l'anglais, à moitié en français, à moitié en anglais. On ne sait pas pourquoi, mais chaque divergence de ce genre devient un motif de vérification, un motif de refus d'enregistrement. Et maintenant, le plus important, ce n'est pas de la théorie, cela s'est déjà produit. En 2013, l'État du Kansas a tenté d'introduire exactement le même régime de preuve documentaire de la citoyenneté. Au moment où le tribunal fédéral a annulé cette loi en 2018, c'est-à-dire 5 ans plus tard, 31 000 véritables citoyens américains se sont retrouvés bloqués en essayant de s'inscrire. Vous pouvez dire « des idiots, bien fait pour eux ». D'accord, en fait je suis d'accord avec vous, oui. Mais je veux juste dire que ces 31 000 personnes, c'est rien que dans le Kansas. Des vraies personnes, un seul État, 5 ans. Gardez ce chiffre en tête, on y reviendra. Maintenant parlons de l'obstruction parlementaire. L'obstruction parlementaire moderne exige 60 voix au Sénat pour mettre fin au débat et passer au vote sur une loi. Sans 60 sénateurs, la loi ne passera pas. Beaucoup disent que c'est absurde, que cela bloque la démocratie, que cela paralyse le Sénat. C'est ce que disent les démocrates lorsqu'ils ont la majorité et qu'ils n'arrivent pas à faire passer ce qu'ils veulent. C'est ce que disent maintenant les républicains lorsqu'ils ont la majorité et qu'ils n'arrivent pas à faire passer ce qu'ils veulent. Et ça, mes amis, c'est le principal signe que l'obstruction parlementaire fonctionne bien. Parce que si tout le monde en est mécontent de la même manière, cela veut dire qu'il protège l'équilibre. Cela signifie que personne n'obtient le pouvoir absolu. Les caprices ne passent pas. L'obstruction parlementaire moderne n'est pas une anomalie, ni un hasard, ni un oubli. C'est le dernier véritable frein structurel dans la machine politique américaine, et il a été conçu intentionnellement. Un congrès bicaméral. Mandat de 6 ans pour les sénateurs, collège électoral, mandat et branche du pouvoir distincts. Toute l'architecture de la République américaine repose sur un seul principe. Rendre difficile la domination d'une simple majorité. Rendre impossible la dictature instantanée de 51%. Et c'est ici, mes amis, que je veux me souvenir d'un penseur russe qui a exprimé cela plus précisément que quiconque. Nikolaï Alexandrovitch Berdiaev. La philosophie de l'inégalité. La philosophie. Il me semble que c'était en 1923 du moins. J'avais un livre de cette année-là. Berdiaev écrit, je cite, « L'égalité est la négation de la liberté ». Écoutez, c'est génial. Au début, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? L'égalité, c'est la négation de la liberté. Les démocrates nous appellent sans cesse à l'égalité. Les socialistes nous appellent sans cesse à l'égalité. L'homme dit « l'égalité est la négation de la liberté ». Réfléchissez à cette phrase. C'est encore l'envie, écrit Berdiaev, qui est à la base de l'égalité, le pathos de l'égalité. L'envie est à la base du pathos de l'égalité.
Voilà ce qu'il a écrit, n'est-ce pas? Et le plus important, c'est que je cite cela depuis de très très nombreuses années. La liberté, c'est le droit à l'inégalité. Ma, disons, deuxième chaîne, que j'appelle plus ou moins éducative, n'est-ce pas? Elle n'est pas éducative, mais elle l'est, n'est-ce pas? Là-haut, c'est écrit en grand. La liberté, c'est le droit à l'inégalité. Maintenant, vous pouvez demander qu'est-ce que Berdyaev voulait dire ou qu'est-ce que toi ou lui voulait dire par là. Voilà ce que lui et moi voulons dire. La volonté de soumettre la minorité à la simple supériorité numérique de la majorité, c'est une capitulation spirituelle devant l'égalitarisme. 10 personnes se sont réunies. Parmi elles, 3 travaillant dur, étudient, gagnent bien leur vie. Et les 7 autres se tournent les pouces. Ils font les idiots ou les imbéciles, non. Alors ils se sont tous réunis et ont voté pour prendre la moitié de l'argent que gagne ce trio qui travaille dur et le partager entre eux pour qu'ils puissent continuer à se tourner les pouces. Puisque c'est la démocratie, ils sont parfaitement 6 contre 4. Une simple majorité. Peu importe si c'est un nivellement, bolchevique comme sous Lénine, ou procédural comme aujourd'hui à Washington. Le principe c'est le même. Immédiatement, sans résistance, sans frein, sans protection pour ceux qui pensent autrement. Ils se sont juste réunis, ont décidé, 51 personnes contre 49 se sont levées et ont commencé à exécuter cela immédiatement. L'obstruction parlementaire est l'incarnation institutionnelle de l'intuition de Berdyaev. C'est la protection de la personne. La protection de la minorité des États. La protection de la minorité des opinions contre le fait que 51% pourraient immédiatement imposer leur volonté à tout le pays. Cela s'appelle la dictature, cela s'appelle la tyrannie. Le même principe, sur le plan éthique, a été exprimé il y a 2000 ans par le grand sage Hillel Agadov, Talmud, traité. Il me semble que c'est le traité Shabbat, page 31a. Ce qui t'est odieux, ne le fais pas à ton prochain. C'est toute la Torah. Le reste n'est qu'explication. Ce qui t'est odieux, ne le fais pas à ton prochain. Nous disons souvent, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. De l'hébreu, on peut traduire un peu de cette façon, un peu de celle-là. Mais très probablement, c'est « ce qui t'est odieux, ne le fais pas à ton prochain. Applique-le au filibuster. » Voudriez-vous que votre adversaire vous applique la même procédure que celle que vous voulez lui appliquer maintenant? Et voilà, nous arrivons à l'essentiel. Je m'adresse maintenant directement à chaque sénateur républicain des États-Unis d'Amérique. À ceux qui savent lire le russe ou qui savent utiliser Google pour les traductions. Surtout à ceux qui hésitent. À ceux qui se demandent s'il ne vaudrait pas vraiment mieux voter avec Donald Trump, adopter ce fameux Safe Act. Nous avons bien 51 voix et en finir avec tout ça. Monsieur le sénateur, je vais vous poser 5 questions. Réfléchissez honnêtement à chacune d'elles. Première question. Êtes-vous prêt à ce qu'en 2027, lorsque les démocrates pourraient obtenir la majorité au Sénat, ils adoptent une loi sur l'octroi du statut d'État au district de Columbia? Croyez-moi, Rika, à la majorité simple de 51 voix, cela ajoutera pratiquement 4 sénateurs démocrates garantis. Pour très longtemps. Votre majorité deviendra mathématiquement presque impossible pendant une décennie. Deuxième question. Êtes-vous prêt à ce que les démocrates, à 51 voix, élargissent la Cour suprême de 9 à 13 juges, par exemple? Oui, un président démocrate, donc 4. Le rapport deviendra 7 contre 6 en faveur des libéraux, en une journée. Toutes les décisions conservatrices des 20 dernières années, Dobbs, Bruen, LR, Virginie occidentale contre EPA, seront réexaminées et annulées. Troisième question. Êtes-vous prêt à ce que 51 voix démocrates mettent fin à la doctrine de l'équité? Cela s'appelle la Fairness Doctrine. Et ainsi, ils ont tué la radio conservatrice. Chaque émission. Rush Limbaugh dans les archives, Sean Hannity, Mark Levin, et oui. Dans mon humble émission, La Voix du bon sens, je serai obligé de donner un temps égal aux opposants libéraux. C'est-à-dire, j'ai parlé pendant une demi-heure, puis je suis obligé de donner un temps égal à mon opposant. La moitié des auditeurs éteindront après le premier changement de ton. La fin de l'antenne conservatrice en 2 ans, au maximum. Quatrième question. Êtes-vous prêt à ce que les démocrates adoptent une amnistie à 51 voix et un chemin vers la citoyenneté pour les 11 ? 18-20 millions de résidents illégaux, mais cela donnera 10 millions de nouveaux votes. De nouveaux électeurs en une décennie. Pour qui?
Les démocrates, la carte électorale de l'Amérique changera à jamais. Le Texas deviendra un État démocrate en un seul cycle. Monsieur le sénateur, si à au moins une de ces questions votre réponse honnête est non, alors selon le principe de Hillel, vous êtes obligé aujourd'hui de voter contre l'abolition de l'obstruction parlementaire. Sinon, vous donnez vous-même à votre adversaire le couteau avec lequel il vous poignardera demain. Et quand on vous dit que dès que les démocrates arriveront au pouvoir, ils le feront de toute façon, alors regardez en arrière. Pourtant, ils ne l'ont pas fait au cours des 8, 10, 15, 20 dernières années. Sous Obama, sous Biden. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est de l'arithmétique. Ce sont des conséquences. C'est la réalité dans laquelle vos électeurs, vos vrais électeurs, vont vivre. Ils y vivront dans 2, 4 ou 6 ans. Et voyons cela, mes amis. Élargissons cette liste. Que peuvent encore faire les démocrates, s'ils en ont la possibilité ? Donc, une décision à 50 est une voix si l'obstruction parlementaire saute. Laissez-moi énumérer rapidement par catégorie, dans le domaine des élections. Abaisser l'âge de vote à 16 ans. Bam! Tous les idiots qui n'ont encore aucune expérience, ils se précipitent pour voter. Pourquoi ? Pour la liberté. Enregistrement fédéral automatique, le jour même, sur place. Interdiction totale de la vérification d'identité lors du vote. Rétablissement des droits de vote pour les criminels. Y compris ceux qui purgent actuellement leur peine. Suppression du collège électoral. Suppression du collège électoral, soit dit en passant. Dans le domaine judiciaire, il ne s'agit pas juste d'élargir la Cour suprême. Saturation des cours d'appel à tous les niveaux. Limite urgente pour les juges avec effet rétroactif. Retrait de la compétence des tribunaux fédéraux sur certaines questions, ce qui est autorisé par l'article 3 de la Constitution. Dans le domaine des armes, interdiction fédérale des armes d'assaut. Nationale sans droit pour les États d'abroger. Enregistrement fédéral de toutes les armes à feu. Enregistrement fédéral, suppression de la protection des fabricants d'armes contre les poursuites. C'est-à-dire, si quelqu'un tue quelqu'un avec leur arme, ils seront attaqués en justice pour cela, n'est-ce pas ? Faillite immédiate. Smith et Wesson, Ruger, Glock, tous vérification universelle des antécédents. Un père ne peut plus transmettre son fusil à son fils sans autorisation fédérale. Si le fils est surpris à la chasse avec un fusil qui n'est pas enregistré à son nom, alors le père et lui seront poursuivis. Permis fédéral pour posséder toute arme à feu. Le modèle de New York qui s'étend à tout le pays, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Ça existe vraiment. Passons maintenant à la partie la plus réjouissante. Dans le domaine de la liberté d'expression, doctrine de l'équité comme je l'ai dit, et régulation fédérale de la modération sur les réseaux sociaux. Obligation pour les plateformes de supprimer la désinformation selon les critères gouvernementaux. Nous savons déjà comment cela fonctionne. Agence fédérale de la désinformation. Qui disposera de pouvoirs très réels. Loi sur la haine selon le modèle européen. Délit de parole passible de sanctions pénales. Essaie de repartager ce que j'écris, que le président démocrate est un idiot. Oui ? Ah, tu as écrit 2 ans de prison. Voilà 5 ans. Avec confiscation. Et des sanctions en prime. Ce sont déjà tous les projets de loi existants. Je parle des projets démocratiques. Ils n'ont pas été adoptés, mais ils sont au Congrès. Ils existent. Ils attendent. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Ah, ils attendent la majorité. Peut-être qu'un jour, il y en aura 60. Et si les républicains changent pour 51, alors ce sera la fête pour les démocrates. Mesdames et messieurs. Ce sera une attaque directe contre le fédéralisme. Une attaque fédérale contre les lois fédérales. Droit au travail. C'est-à-dire que dans 27 États, que tu sois membre d'un syndicat ou non, tu peux aller travailler, on t'embauchera. Et il y a 23 États dirigés par les démocrates où, si tu n'es pas membre d'un syndicat, on ne t'embauchera pas. Abrogation fédérale du RFRA dans chaque État. Abrogation fédérale des lois sur la liberté des armes à feu dans les États. Standardisation fédérale du programme scolaire. Personne n'aura le droit d'enseigner quoi que ce soit à un enfant, sauf ce qu'ils auront décidé là-bas à Washington qu'il faut enseigner. Vous en avez besoin ? En d'autres termes, tout le programme « Les États comme laboratoire », pour lequel la droite s'est battue pendant 70 ans, sera liquidé par un simple vote à la majorité. Et ce n'est pas un scénario catastrophe. Ce sont encore une fois des projets de loi existants qui sont déjà déposés au Congrès. Ils sont rédigés, ils sont prêts et ils attendent leur heure. Qu'est-ce qui les retient ? Oh ! Une seule chose, cela s'appelle le filibuster. Cette fameuse règle des 60 voix que, aujourd'hui, Donald Trump exige d'abolir.
Eh bien, réfléchissez à cela. Est-ce qu'il pourrait la rétablir ? Vous avez tort. Il existe des moyens de faire passer cette loi sans abolir le filibuster. Bon, d'accord, c'est déjà bien. Sans abolir le filibuster. D'accord. Voyons les différentes méthodes. Il y en a 4. Enfin, c'est ce qu'on lit dans la presse, ce dont on discute, ce qui se passe à la télévision. Les sénateurs en parlent là-bas. La première, c'est la réconciliation budgétaire. C'est un mécanisme budgétaire qui nécessite 51 voix, mais la règle de Byrd élimine tout ce qui n'est pas principalement budgétaire. Autrement dit, le SAFE Act est une loi procédurale, réglementaire, pas financière. L'expert en procédure du Sénat, s'il existe un tel poste, rejettera presque à coup sûr. C'est un poste de surveillance au Sénat. Et pour contourner le parlementaire, il faudrait le renvoyer. Et c'est en fait la même option nucléaire, juste sous une forme plus discrète. Et puis les démocrates viendront et commenceront à renvoyer. Ceux qui sont nommés pour renvoyer. En fait, cela cause le même tort à la structure, le même précédent pour les démocrates, l'année prochaine, lorsqu'ils obtiendront la majorité. La deuxième question, c'est donc la deuxième option. Rattacher cela à un projet de loi incontournable. Inclure ce SAVE Act dans la loi sur le budget de la défense ou dans celle sur les signaux. C'est assez classique, mais risqué. La commission de conciliation va probablement retirer l'amendement pour éviter le shutdown. Et encore, est-ce que les démocrates auront le droit de faire la même chose, d'ajouter à la loi de financement du Pentagone l'élargissement du droit à l'avortement, ou le contrôle des armes à feu, n'importe quoi en fait. Oui, le précédent fonctionne dans les deux sens, donc encore une fois ce n'est pas très bien. Troisième rétablissement. Eh bien le fameux filibuster. Vous vous souvenez du film, n'est-ce pas ? Monsieur Smith va à Washington et tout ça, c'est-à-dire forcer un démocrate à se lever physiquement et à parler sans interruption à la tribune. C'est moins radical que l'abolition complète, mais cela nécessite quand même 51 voix pour changer les règles. Et le chef de la majorité au Sénat, John Thune, l'a déjà dit publiquement, eh bien nous n'avons pas ces voix. Quatrièmement, c'est le décret présidentiel. Eh bien, il a déjà signé un décret en mars 2025 qui exige une preuve documentaire. Mais chez nous, c'est quand même le Congrès qui décide ensuite. C'est-à-dire, tout cela reviendra en arrière, pour ainsi dire. Ce sera les tribunaux, et tout reviendra au point de départ. Les 4 voies de contournement partagent une caractéristique. Elles détruisent soit le même frein structurel que l'abrogation directe, soit elles sont vouées à l'échec devant les tribunaux, soit les deux à la fois. Mais il existe une 5e voie, un 5e point. Le 5e est toujours le bon, non ? C'est sûrement la seule option compatible avec la liberté. Le 5e, c'est l'article de l'OTAN, non ? Le seul vraiment sérieux là-bas. Et maintenant, comme je l'ai promis au début de la vidéo, je vais vous parler de l'expérience menée dans l'Utah. C'est pourquoi, comme je l'ai déjà dit, cela m'a changé dans la tête, dans le cerveau, dans la matière grise ou dans les cellules très grises de mon cerveau. Il a changé quelque chose en moi. La Constitution des États-Unis, dans l'article 1 section 4, confère clairement aux États le pouvoir primaire sur les dates, les lieux et les modalités d'organisation des élections fédérales. Chaque État décide comment il envoie ses voix, les formalise, les envoie. L'État reçoit un certain nombre de voix et il décide de la manière dont ces voix seront envoyées, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un hasard. C'est une répartition consciente du pouvoir, qui reflète précisément ce principe fédéraliste, pas de façon à ce que tout vienne du centre, n'est-ce pas ? Que les conservateurs d'aujourd'hui proclament, mais ils le violent régulièrement quand cela nous arrange, messieurs. Au début de l'année, 2026, 12 États avaient déjà diverses exigences pour la confirmation de la citoyenneté, et ce n'est que cette année que 4 autres les ont rejoints. Dans 24 États cette année, 41 projets de loi ont été introduits ou sont en cours d'examen sur le même sujet. Dans l'Iowa, le projet de loi a déjà été adopté par une chambre, par exemple, n'est-ce pas ? Prévision réaliste. D'ici la fin de l'année 27 environ, 20 à 22 États auront mis en place un régime de confirmation documentaire de la citoyenneté. Et ça, mes amis, c'est normal. C'est ça, le fédéralisme en action. Bon, et maintenant, la chose principale que j'ai promise. Voilà, l'Utah. L'Utah, un État qui vient tout juste d'adopter sa loi, a récemment terminé l'une des vérifications des listes électorales les plus minutieuses de l'histoire de l'Amérique. Les autorités de l'État ont vérifié plus de 2 millions d'électeurs inscrits sur 2 millions. Un seul cas d'inscription d'un non-citoyen. Et 0 cas de vote parce que celui qui s'est inscrit n'est pas allé voter. 1 et 0. Sur plus de 2 millions d'ailleurs, n'est-ce pas ?
Les données fédérales du service de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis montrent la même chose. 0,04% des cas de vérification des électeurs signalent un possible non-citoyen. Et un signal, je le répète, ne signifie pas une confirmation. Les audits de la Caroline du Nord, de la Géorgie et de l'Ohio au cours des dernières décennies trouvent des dizaines de cas d'inscription irrégulières. Même pas de vote, juste l'enregistrement. Pas des milliers ni des millions, des dizaines. Encore une fois, je veux dire qu'il vaut mieux faire en sorte de prévenir toute possibilité. D'accord ? Mais rappelons-nous simplement le Kansas. Vous vous souvenez, je vous ai demandé de retenir 31 000 vrais citoyens. Il s'est avéré qu'ils ont été bloqués. Ce sont eux-mêmes des salauds. Ils ne sont pas venus. Ils sont coupables. Nous, les idiots, on ne veut même pas qu'ils votent. Tout est saut clair, non ? Mais le fait est que 31 000 vrais citoyens sont bloqués, c'est-à-dire pour se protéger d'un problème qui, statistiquement, est proche de zéro. Encore une fois, je le répète. C'est mieux. C'est mieux de le faire. Mais à quel prix ? Voilà la réponse. C'est ce que montre le fédéralisme quand on le laisse fonctionner. L'Utah a mené une expérience. L'expérience a produit des données. Les données montrent. Le problème est très minime. Et on nous dit, pour résoudre ce tout petit problème, il faut supprimer l'obstruction parlementaire, ce qui entraînera énormément de problèmes. Ce n'est pas une question de « Oh, faut-il le faire ou non ?» Bien sûr qu'il le faut, si on peut dire. On corrige au cas où, parce qu'à l'avenir ça pourrait arriver, non ? Mais si cette correction mène à cela, ce n'est pas honnête, ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. Mais c'est la vie. Et nous ne pouvons rien y faire, parce que la moitié du pays veut autre chose, n'est-ce pas ? C'est justement cette fonction de laboratoire des États, dont parlait Andrew Galambos, astrophysicien, fondateur du Free Enterprise Institute à Los Angeles, qui a développé la Volitional Science. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans la feuille de route de la liberté. Galambos l'a considéré comme l'une des principales garanties de la liberté. Faible rayon d'impact, décision réversible, information locale pour un débat national. Mais si nous prenons vraiment la science, les sciences sociales, au sérieux en tant que science, nous devons être prêts à réviser nos convictions en fonction des résultats de l'expérience. C'est cela l'honnêteté intellectuelle. L'expérience de l'Utah remet en cause la justification de la loi fédérale. Elle ne la confirme pas. Les partisans de Donald Trump exigent aujourd'hui de supprimer l'obstruction parlementaire pour une loi qui résout un problème presque inexistant de nos jours, au prix de milliers de vrais citoyens bloqués. Cela détruit l'un des derniers freins structurels contre la majorité du moment. Et qui de toute façon n'atteindra pas son objectif politique, car il n'aura pas d'impact sur les principaux États pivots. Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, Géorgie. Pourquoi ? Parce que là-bas, les gouverneurs y sont démocrates. Les registres sont divisés, il y a des précédents judiciaires qui bloquent en de telles mesures, et cela ne changera pas les calculs électoraux présidentiels. Donc toute cette lutte que je soutiens pleinement, je suis pour, mais toute cette lutte est inutile. Un mauvais accord à tous les égards. À tous les égards, mais je veux quand même finir sur une note optimiste, et voici pourquoi. Plusieurs sénateurs républicains ont dit non à cette pression. John Thune, Mark Wayne Mullin, John Curtis. Ils l'ont fait publiquement. Ils l'ont fait en connaissant le prix politique, et ils ont raison. Le sénateur Curtis l'a formulé mieux que quiconque. L'obstruction parlementaire, l'existence de l'obstruction parlementaire, nous oblige à chercher un terrain d'entente. On ne peut pas simplement arriver et frapper à la masse, n'est-ce pas ? Il faut chercher un terrain d'entente. C'est une phrase simple et c'est Hillel, traduit dans la langue d'un sénateur américain. Ne fais pas à ton adversaire ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Oblige à chercher un accord. Garde les freins. Même si tu as envie d'accélérer maintenant, plus tard, quand le pouvoir changera, il accélérera d'une façon que tu n'aimerais vraiment pas. Berdyaev, dans La philosophie de l'inégalité, avertissait. La liberté, c'est le droit à l'inégalité. Eh bien, je l'ai déjà dit et je le répéterai encore. La liberté, c'est le droit à l'inégalité. Dans l'architecture politique, cela signifie le droit des États d'être différents, le droit des minorités d'être entendues, le droit des institutions de garder leurs freins, même lorsque la majorité veut vraiment avancer sans frein. Aujourd'hui, la droite américaine est confrontée à un choix, utiliser le pouvoir fédéral comme la gauche l'a fait ces 70 dernières années, ou se souvenir de ce fédéralisme fédéral que les conservateurs ont toujours déclaré comme leur principe.
Et vous savez quoi? J'ai des raisons d'être optimiste. Et vous aussi. La Floride, l'Utah, le Mississippi et le Dakota du Sud suivent leur propre voie, la voie de la Constitution. L'expérience de l'Utah nous a donné des données qui rendent possible une conversation honnête. Nous pouvons maintenant parler en ayant ces chiffres, ces conclusions sous les yeux. Nous avons 2000 ans de sagesse accumulée sur la manière de préserver la liberté. La liberté ne se défend pas par des cris, ni par des options nucléaires, ni par la destruction des institutions pour une victoire immédiate. La liberté se défend par la patience, les principes et la confiance dans la structure que les pères fondateurs nous ont léguée. C'est la règle d'or dans l'architecture politique. C'est la société à laquelle nous devons aspirer. La société de la règle d'or. Et j'en parle encore une fois sur notre autre chaîne qui s'appelle Dorojnaia Carta Svobode. Et tant qu'il y a des sénateurs prêts à dire non, non à la pression au nom des principes, tant qu'il y a des États prêts à faire leur travail selon la Constitution, tant qu'il y a des auditeurs, vous, mes chers, prêts à penser par vous-même, ils se soumettront au slogan « Cette République est vivante ». J'y crois, j'en suis sûr. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette émission vous est utile, s'il vous plaît, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles émissions. Partagez la vidéo avec ceux à qui, selon vous, il sera important d'entendre cela. Et chaque clic est un vote pour une conversation sérieuse en russe. Chaque commentaire est un signal que de telles conversations sont nécessaires. Avec vous, Léon Weinstein. À bientôt. Préservez votre liberté. Elle est plus fragile qu'elle ne vous le paraît. Кажется.